Oui, bah écoute, c'est une très très bonne question puisque c'est des choses qui reviennent pas mal sur son impact au niveau du jeu et c'est une des équipes qui ces dernières années en Espagne propose l'un des meilleurs jeux, hein, si l'on en croit les commentaires des connaisseurs. Donc il a vraiment voulu avoir asseoir la patte qu'il avait déjà avec les équipes jeunes, puisque faut savoir que c'est un entraîneur qui est en fait issu du cru et qui est passé d'abord par les équipes jeunes de la Real avant de monter à ce poste-là. Et il a tout de suite voulu asseoir la possession de balle comme un élément clé de l'équipe. L'un des éléments qui est le plus marquant, c'est toujours ces petites phases de transition qu'on peut voir où en fait la Real fait courir un petit peu l'équipe adverse pour déplacer le bloc en faisant pas mal de passes latérales. Il y a une grosse présence des défenseurs centraux que sont Robin Lenormand et Zubeldia dans la relance. Et puis du gardien Alex Remiro qui a été recruté vraiment pour ça et qui a énormément travaillé sur son jeu au pied et qui est clairement le premier relanceur de l'équipe. Donc même si ça lui arrive de faire des petites erreurs, c'est quand même une arme très importante dans le football moderne, hein, on peut dire. Donc je pense qu'il a vraiment réussi à asseoir cette emprise-là sur le foot de cette équipe. Et après, il a eu la chance aussi, je pense, d'avoir des joueurs comme Martin Odegaard, comme David Silva au milieu de terrain, en 10 un petit peu créatifs, qui ont cette palette technique pour sublimer un jeu de possession. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le coach qui a permis le tournant de cette équipe, puisque c'est quand même là 4 saisons consécutives en Europe. Première fois là cette saison depuis 10 ans qu'on retourne en Champions League. Donc c'est quand même une belle avancée. Il a remporté aussi une Copa del Rey, la Copa de l'année Covid, hein, qui s'est disputée du coup un an après contre l'Athletic justement, donc notre adversaire du soir. Et voilà, je pense que c'est vraiment le coach qui a permis à cette équipe de mûrir, mais c'est aussi toute la philosophie avec le président et le recrutement qui a été basé quand même sur en gros, grosso modo, 60 joueurs qui sont issus du centre de formation et 40 joueurs qui viennent d'autres horizons. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que tu as des Zubimendi, des Barrenechea, des Oyarzabal qui sont capables de performer en Liga et même au niveau européen. Et puis d'aller chercher des petites pépites comme Kubo qui viennent sublimer cette équipe. On en reparlera sûrement après, mais des joueurs comme Amari Traoré ou Kiran Tierney aussi qui renforcent vraiment le collectif. Donc voilà, je pense que c'est la pièce maîtresse, Imanol Alguacil, de ce nouveau football pour la Real Sociedad et qui est a priori très loué dans tous les médias. Toi, Abdou, par rapport à la Real Sociedad, est-ce qu'on est vraiment là pour l'instant, peut-être même sur les dernières saisons, à toi de voir, est-ce que c'est vraiment la plus belle équipe d'Espagne? Alors sur les dernières saisons, c'est l'une des plus belles. Sur ce début de saison, pour moi, c'est la plus agréable à regarder. Mais en fait, si tu veux, pour moi, la Real Sociedad, c'est une équipe où il y a pas mal d'entertainment, dans le sens où dans le jeu, ils se la donnent beaucoup. Il n'y a pas que la possession de balle, il y a aussi une agressivité assez mesurée qui fait plaisir à voir aussi. C'est qu'en fait, finalement, il en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de passes latérales pour ensuite prendre à contre-pied et aller chercher de l'autre côté à chaque fois. Mais ce qui me plaît dans cette Real Sociedad-là, c'est leur faculté à pouvoir être extrêmement mobile et modulable tactiquement. Et Manuel Alguacil, il est arrivé avec un 4-2-3-1. Il est passé rapidement au 4-3-3. Et là, cette saison, c'est un 4-3-3 un petit peu hybride. Déjà, parce qu'il n'y a pas de véritable avant-centre de métier. Parce que la triplette offensive, c'est Barrenechea, Kubo à droite et dans l'axe Oyarzabal, qui est à la base un joueur de côté. Donc c'est une attaque avec 3 ailiers. Au milieu de terrain, tu as mon petit chouchou, Bryce Mendes, qui est énorme et qui, quand il se projette, ça ressemble beaucoup plus à un 4-2-4 qu'un 4-3-3 finalement. Donc en fin de compte, moi, ce qui me plaît vraiment avec cette Real Sociedad, c'est que tactiquement, elle fait plaisir à voir, elle est modulable, elle est très facile à diversifier. Et il en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi eu des éléments à la relance. On pense à Kieran Tierney, qui voilà, se faisait un peu ses vieux os du côté d'Arsenal et qui là fait un début de saison tonitruant du côté du Pays Basque. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là et surtout que ce soit dans les médias, que ce soit au niveau des supporters, il est extrêmement sensé parce qu'il apporte énormément de fraîcheur, de densité physique. Il apporte aussi une bonne qualité technique pour animer son côté. Donc en fin de compte, la Real Sociedad, ouais, c'est peut-être l'équipe la plus cool à avoir joué, en tout cas sur la durée. D'autant plus qu'ils sont réguliers et ça se voit dans les résultats.
En général, ça finit 6e ou 5e. À chaque fois, ils n'étaient pas très loin de la Champions League. Là, l'année dernière, ils ont réussi à l'attraper. Et puis, ouais, pour moi, la Real Sociedad, en fait, ce qui leur manque, et c'est à l'image d'Oyarzabal finalement, c'est qu'en fait, ils arrivent à se procurer un nombre énorme d'occasions, mais ils n'arrivent pas toujours à finir. Et même sur ce début de saison, ça se voit en fait, contre le Real Madrid, on l'a vu au Bernabéu, ils avaient vraiment les capacités de tuer la rencontre dès la première période, et ils ne l'ont pas fait. Et c'est peut-être ça qui coûte aussi cher à la Real Sociedad, parce que si tu n'as pas cet esprit tueur-là, bah, ça peut te coûter cher, ça peut te causer du tort. André Silva ne remplit pas cette fonction à merveille ou il est en manque d'adaptation? Ben, André Silva, bon, déjà, il arrive en Liga, donc il faut le laisser le temps de s'adapter. Mais simplement, moi, déjà, de base, je suis assez. J'ai beaucoup de doutes sur André Silva. Pour moi, c'est pas un attaquant d'une très très grande envergure. Il a staté en Bundesliga, mais partout ailleurs, on l'a vu. C'est ce que ça veut dire aussi la Bundes. C'était compliqué. Mhm. Et puis surtout, je t'ai parlé de la triplette d'ailier, mais il faut pas oublier qu'il y a Mohamed Ali Chaud sur le banc, Ouais. qui lui aussi est plutôt bon. Il y a aussi Oumar Sadik, qui aussi, avec son profil, est très intéressant, un profil un peu pivot, qui lui aussi doit monter en régime. L'année dernière, il avait bien commencé sa saison, mais il s'est fait les croisés. Donc là, on ne sait pas trop comment on va le récupérer. Mais voilà, si par exemple, tu prends en exemple le 5-3 contre Grenade, ben, c'est vraiment le meilleur de ce qu'on peut voir de la Real Sociedad quand ils arrivent à finir leurs actions. Et tu prends le match contre le Real Madrid, c'est à la fois le meilleur dans le jeu, mais aussi le pire de ce qui peut leur arriver quand ils ne finissent pas. Toi, Ibra, par rapport. Ouais. Ah, vas-y, Benaboy. Non, mais je trouvais que cette analyse était très très pertinente parce que c'est vrai qu'on a eu énormément d'occasions. Là, on parle par exemple du Real Madrid, mais c'est récurrent en fait sur tous les matchs. Et ce qui est assez surprenant, c'est que finalement, par rapport, en fait, c'était un des mots qu'on avait vraiment de façon récurrente ces dernières saisons. On l'a revu contre le Real. Je pense qu'on l'a aussi perçu contre l'Inter Milan. Ouais. Et finalement, il y a quand même certaines rencontres, là, et notamment les deux dernières, Retafe, Valence, qui sont des rencontres qu'à l'époque, on n'aurait pas gagnées. Et que tu te dis que finalement, en fait, on est capable de gagner ce genre de match quand les joueurs répondent en fait, à ces obligations-là de finir et d'être des tueurs. Et souvent, et je pense que c'est aussi un petit reproche qu'on peut faire à Emmanuel Alguacil, c'est que la stratégie a souvent été de dire bon, bah, globalement, on gagne 1-0. Maintenant, on resserre parce que bah, c'est la 70e et puis à chaque fois, on se fait revenir. C'est exactement ce qui s'est passé contre l'Inter Milan. Contre le Real, on a décidé un petit peu de subir le jeu dès le début de la deuxième période et ça a pas manqué de finir en défaite de buts à 1. Donc je pense aussi qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là parce que vous disiez très bien, Retafe, tu as des occasions, tu les mets au fond et puis finalement tu gagnes 4-3 alors que c'était un match très très tendu face au fameux Retafe de Bordalas, quoi. Toi, Ibra, par rapport à l'effectif de la Real Sociedad, quand on voit des joueurs comme Kubo, Merino, André Silva, même si Abdou était un petit peu craintif par rapport aux joueurs, Oyarzabal ou encore Amari Traoré, que peut viser un tel effectif en Liga et en Coupe d'Espagne, au-delà même de se qualifier en Ligue des Champions? Est-ce que c'est un possible vainqueur de la Liga? Alors, par rapport à ce qu'a dit Abdou, parce que c'est une très très bonne remarque, je trouve que la Real Sociedad a cassé ce plafond de verre qu'il y avait depuis quelques années, à ne pas aller au-delà des places pour la Ligue des Champions. Et ce qui est remarquable, parce que oui, la Real Sociedad, ces dernières années, et même dans les années 2000 ou 2010, on sait que c'est une équipe qui est belle à voir en Liga. Et on sait que la Liga, c'est un championnat qui est généralement peut-être un peu dur à regarder, à part les équipes comme le Barça, le Real et l'Atlético Madrid. Mais cette année, ça peut être un réel concurrent, on va dire, à l'Atlético Madrid. Pourquoi l'Atlético Madrid? Parce que c'est une équipe, on sait malheureusement, enfin ça arrive quelques saisons qui n'arrivent pas à dépasser ce plafond de verre où ils peuvent chercher le championnat, où ils peuvent chercher aussi des bonnes performances en Ligue des Champions et Ligue Europa. Mais cette année, la Real Sociedad peut être un très très bon concurrent. Et je mise sur le jeu de la Real Sociedad. J'attends peut-être un avant-centre qui peut être un peu plus performant, comme vous l'avez dit aussi par rapport à la finition de la Real Sociedad, où ça pêche un peu, mais pourquoi pas au mercato d'hiver, pourquoi pas avec des nouvelles révélations cette année, où ils peuvent se révéler avec un nouvel avant-centre qui peut être performant, qui peut marquer 20 buts par saison. Pourquoi pas avec ça, avec cette condition-là? Pourquoi pas chercher les places en Ligue des Champions, mais pourquoi pas être une réelle alternative à l'Atlético Madrid, même s'il commence à faire une très très bonne saison cette année. Je suis impressionné par le début de saison de l'Atlético.
Mais pourquoi pas la Real Sociedad avec leur beau jeu qu'ils proposent, et ce serait mérité en tout cas s'ils atteignent au-delà de la quatrième ou la troisième place. Est-ce que c'est possible pour vous de voir la Sociedad dériver à prendre la place de l'Atlético en tant que troisième de Liga? Oui. Cette saison, ça me semble juste, mais sur un plus long terme, dans 2-3 ans, si tu arrives à maintenir cette dynamique que tu as mise en place là depuis quelques temps, ça peut s'envisager totalement. Moi, je suis partisan de cette idée pour la Real Sociedad et en général, qu'à partir du moment où tu as des préceptes bien définis dans le jeu, même si tout n'est pas parfait, bah forcément, ça va finir par marcher. S'il y a une osmose entre les préceptes tactiques de l'entraîneur et ce que t'apportent les joueurs Oui. individuellement et collectivement, normalement, si le climat est sain, et ça a l'air d'être le cas, même Anoeta est une très belle ambiance en Espagne, les supporters sont tous derrière leur club. Oui. San Sebastián est une belle ville. San Sebastian, c'est sublime, hein, je vous le conseille, j'y suis allé il y a 4 ans, c'est vraiment génial. Mais non, au-delà de ça, pour être un peu plus sérieux, s'il y a tous ces éléments-là, je pense que tu es dans une dynamique favorable à l'amélioration de tes résultats. Il y a un effectif très compétitif qui est en train de se construire, qui est en train de, semaine après semaine, prouver que les bons résultats de la saison dernière et des dernières saisons sont totalement justifiés. Il y a un plutôt bon début de campagne en Ligue des Champions. Tu arraches le nul face à l'Inter et tu es dans une poule relativement homogène où, à mon avis, tu as ton épingle du jeu à tirer. Donc cette saison, pour aller accrocher le top 3 ou le top 2 en Liga, ça me semble juste. Parce que bon, bah voilà, il y a les compétitions européennes, il y a la Copa, il y a la Liga, ça fait peut-être un petit peu beaucoup pour cet effectif. Mais dans 2-3 ans, je pense que la Real Sociedad a toutes les armes pour être un gros d'Espagne, entre guillemets. Penaboy, une dernière question pour toi pour la Real. J'ai remarqué que depuis la saison 2019-2020, la Real n'a jamais quitté le top 6 du championnat espagnol. Comment on explique une telle régularité? Est-ce que c'est grâce au coach Alguacil ou est-ce que ça s'explique grâce à la direction et à un environnement sain, comme l'a dit Timothée? Bah, je pense qu'il y a les deux. Je pense que ça fait sens avec tout ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a eu un beau projet à la fois sur le terrain qui a été mis en place, mais aussi au niveau de la direction. Et il y a aussi de belles arrivées en tant que joueurs, des joueurs comme Merino, qui ont vraiment pris ce rôle de leader petit à petit au sein de l'équipe. C'était un vrai pari d'aller chercher un joueur comme ça et qui en fait se révèle au jeu du monde. On a eu des paris aussi et des coups un petit peu magnifiques. Odegaard, personne ne savait ce que ça allait donner. David Silva s'est tombé du chapeau de Roberto Olabé, le directeur sportif. Je pense que les gens l'ont appris même pas dans la presse 1 heure avant l'annonce officielle. C'était vraiment dissimulé, il y avait zéro rumeur à ce sujet-là. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail qui a été fait par tous les organes du club, à la fois sur le plan sportif et sur le plan du recrutement. Moi je suis d'accord avec vous sur le fait que pour aller au-delà de ce top 6, il va falloir un attaquant qui sache mettre des buts. André Silva peut l'être. André Silva est blessé depuis qu'il est arrivé, donc pour l'instant, il n'a pas fait un seul match. Il est dans le groupe et pourrait peut-être faire ses premières minutes ce week-end. Et puis en fait, derrière, il y a encore le Sadik qui était arrivé pour être le remplaçant d'Isaac et Carlos Fernandez qui est un peu une énigme, qui nous a donné la victoire cette semaine-là en match contre Valence à Mestalla, donc qui peut-être va enfin renaître de ses cendres, parce que c'était un très beau joueur à voir du côté de Séville ou de Grenade, mais qui a très peu marqué chez nous. Je crois qu'il est à 2 buts sur ses 3 dernières saisons. Enfin, c'est vraiment pour un attaquant impossible. Donc voilà, après, je pense que tout ce projet sportif, s'il est bien dessiné, et avec l'arrivée de belles pépites derrière, parce qu'on sait que c'est aussi très important, Zubimendi en est l'exemple principal, il est courtisé par tous les grands d'Europe, et a décidé de rester une saison de plus pour disputer la Champions League dans son club de cœur. Donc voilà, à voir si pour se pérenniser, il faut aussi que ça passe par des départs. Des fois, on sait qu'il y a des cycles et que certains grands noms vont certainement partir. Voilà, il faudra voir un petit peu tout ça et ce que donne cette saison, parce que moi, je suis un peu plus dubitatif que vous sur le fait qu'on puisse s'installer rapidement comme la 3e équipe d'Espagne, parce que déjà, il y a un effectif qui est sympa, mais il y a quand même des postes, et je pense au milieu de terrain, où tu n'as que 4 milieux qui sont pour moi des milieux qui peuvent jouer en Liga. Bryce Mendes, Merino et Zubimendi en titulaire, et puis Torrientes qui commence à faire son trou, qui a fait des bonnes apparitions, mais qui est quand même un joueur qui a très peu de minutes en Liga. Et derrière, c'est 2 jeunes qui ont fait 0 minutes en Liga la saison passée, pour caricaturer.
Donc voilà, c'est des gros paris sur lesquels on pourrait se mordre les doigts en cas de blessure, parce qu'on sait que la Real est une équipe qui est pas du tout épargnée par les blessures, même si un petit peu à l'étonnement général, on était la seule équipe parmi les grands d'Europe, parmi les équipes de Champions à n'avoir aucun blessé cette semaine, par exemple. Là, il y a aucun blessé dans le groupe, donc c'est assez surprenant. Mais sinon, on a toujours une période en décembre où en fait on accuse le coup physiquement après un bon début de saison. Donc je pense aussi qu'on fait partie des grands d'Espagne dans le top 5-6, tout comme l'Athletic d'ailleurs qu'on affronte ce soir. Mais je pense que pour s'installer à la 3e place, il faudra faire un choix aussi. Cette saison, est-ce qu'on va loin en Ligue des Champions? Est-ce qu'on va loin en Copa? Est-ce qu'on va loin en Liga? Tout sera pas jouable pour moi. J'ai une question pour toi du coup. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu mercato. On le sait, le problème, en tout cas moi, ce que j'ai identifié comme problème du côté de la Sociedad, c'est que très souvent, vous arrivez à aligner de très beaux collectifs, mais vous n'arrivez pas à conserver vos talents. Est-ce que du coup, ce serait peut-être pas mieux de jouer à fond la Copa del Rey? Parce que je vous vois capable de la gagner, voire même, je vous vois la gagner cette année, quitte à aller s'arrêter peut-être en 8e de finale de C1 et jouer le top 4 de Liga pour espérer continuer avec cet effectif-là, pour pourquoi pas aller chercher d'autres jeunes joueurs, parce qu'on le sait aussi, vous avez développé énormément de jeunes joueurs, il y a eu Martin Odegaard, il y a eu Isaac, notamment, vous avez su jouer dans plusieurs styles, avec un vrai neuf, on a eu du William José, avec Isaac, qui est un neuf un peu plus mobile, là vous jouez sans neuf actuellement, même s'il y en a dans votre effectif. Est-ce que pour toi, finalement, la Real Sociedad, avec son effectif actuel, a les moyens de ses ambitions? Et surtout, quelles sont les ambitions de la Real Sociedad? Alors, d'abord, les ambitions pour moi et celles qui ont été déclarées par le président et la direction sportive en début de saison, c'était d'aller loin dans toutes les compétitions. Je pense qu'on n'est pas venu pour faire de la figuration en Ligue des Champions, et d'ailleurs aligner une telle prestation face aux vice-champions d'Europe qui étaient invaincus jusque-là. D'ailleurs, on les a pas battus, mais qui avait rarement fait une aussi mauvaise prestation que contre nous cette saison. Je pense que c'était déjà assez incroyable de voir le niveau de maturité de cette équipe-là pour faire un tel match contre l'Inter. Après, les ambitions, la Copa c'en est une, on le sait. Ça a toujours été une ambition d'aller taper une Copa. La Liga, on vient de voir les déclarations au début de saison de notre président qui disait qu'il fallait aller d'ici 3-4 ans taper une Liga, se battre pour la Liga. Moi, je pense que cette saison, l'objectif va être de pérenniser une place en Coupe d'Europe, parce que si tu vas pas en Coupe d'Europe et que tu fais un petit peu comme Séville avait pu faire après de très belles ascensions européennes, tu as aussi le risque de perdre tous ces joueurs, comme tu le disais, avec un gros turnover au mercato. Donc voilà, les ambitions pour moi sont celles-ci, c'est de passer les poules en Champions League. Après, ce sera que du bonus, de finir dans le top 5-6 en Liga, et puis d'aller assez loin en Copa, même si de toute façon on sait que les joueurs veulent tout jouer et veulent tout gagner, comme partout, et qu'il n'y aura aucun choix a priori qui sera fait de la part de la direction et du club pour se dire on joue moins un match de Liga ou on joue moins un match de Champions League. Donc après, pour répondre à ta deuxième question qui est plus au niveau de la profondeur de l'effectif, finalement, sur le moyen est-ce que l'effectif peut aussi permettre d'atteindre ces objectifs-là, c'est exactement ce que je disais juste avant au niveau du milieu de terrain. Je pense qu'on n'a pas un milieu de terrain qui permette d'aller jouer sur les 3 tableaux à fond. On le voit, Zubimendi est complètement cramé, il a été avec la sélection, Merino aussi, même en défense. Harit Selustondo vient tout juste de revenir, mais on voit que Robin Lenormand, après son énorme saison l'année passée et avoir été sélectionné avec la Roja, il est en manque de jus. Il est en perte de vitesse, il a eu vraiment des grosses difficultés dans ce début de championnat avec des erreurs auxquelles il nous avait jamais habitués. Et pour autant, on a renforcé des postes clés, les latéraux. Je pense qu'on a vraiment 2 paires de latéraux avec à droite Traoré, Odriozola, et à gauche Tierney, Munoz, qui permettent de jouer sur tous les tableaux. Et puis il y a le fameux problème du neuf, comme tu l'évoquais très bien tout à l'heure. Oyarzabal, qui est un ailier, se retrouve à jouer dans l'axe, ce qui veut dire que déjà tu perds un de
un de tes changements, puisque en ailier, il te reste Kubo, Barrenechea et Momocho, que vous aviez évoqué aussi. Ouais. Donc finalement, c'est déjà plus que 3 ailiers si tu joues avec Oyarzabal en pointe. Donc je pense que là, c'est une solution vraiment ponctuelle pour de grosses rencontres en attendant qu'André Silva arrive, puisqu'il a clairement été recruté en prêt en se disant ça peut être le futur Sorloth et il y a une option d'achat qui est envisageable. Sadik a beaucoup à prouver. Carlos Fernandez, ce sera aussi de la saison ou jamais, ce que je disais tout à l'heure. S'il commence à carburer, il va certainement dégoter un petit peu une prolongation dans l'équipe, alors que là, il est vraiment poussé vers la sortie, puisqu'il a des prestations qui sont pas dignes d'un neuf, d'un grand club espagnol. Mmh. Donc, moi, mon seul bémol, c'est ce poste-là du milieu de terrain, où finalement, on a très bien vu le Real qui a eu pas mal d'hécatombes en début de saison. Ils ont quand même un banc qui est fourni pour aller jouer, et même avec des blessures, aller affronter des équipes en Champions League, en Copa, et se dire on peut tout gagner. Nous, je pense que ça va être très difficile, surtout quand tu vois le début de saison d'un Girona qui ne joue à rien d'autre que la Copa et la Liga, et qui a plus le temps de récupérer. Et en plus, on est sur une saison assez particulière. On l'a vu, il y a beaucoup de matchs qui se déroulent en semaine. Il y a aussi des joueurs qui vont avoir la tête au JO pour certains, pour des petits jeunes qui vont vouloir percer. C'est très très compliqué de tout concilier. Et donc moi, je te rejoins. Je pense qu'il y a un choix qui devrait être à faire. Et le mien, ce serait peut-être justement de laisser la Copa de côté, au contraire de ce que tu disais. Parce que pour moi, la Copa, elle a été gagnée il y a 2 ans. C'est bien. Mais c'est pas la Copa qui va te permettre de retenir des joueurs. Pour moi, c'est plus une qualif en Champions League qui, on le sait, détermine beaucoup la suite, sachant que on est sur la dernière période de Champions League comme on la connaît depuis qu'on est petit, avant de passer dans ces sortes de phases de poule à 16 équipes, 10, ouais. je sais plus comment ça se fait. Ouais, à 10, voilà. Donc, non, franchement, moi, tu vois, j'axerais vraiment le côté aller chercher une qualif européenne 2 ans de suite en Champions League.